Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vais essayer pour cette audition de vous dresser peut-être un tableau de la situation telle que nous la connaissons en France et dans le monde, avec ce que nous savons et ce que nous ne savons pas, et qui justifie que je me retrouve pour la 9e fois devant vous, beaucoup plus tôt que ce que nous pouvions redouter les uns et les autres, pour vous demander d'accorder des moyens au gouvernement de lutter avec efficacité contre la pandémie. Vous savez, nous avons une première vague avec un virus, le Covid-19, qui était contagieux, qui a nécessité de mettre en place un confinement dans la plupart des pays du monde. Puis des variants sont apparus, c'est-à-dire que le virus a pu muter pour devenir plus agressif, plus contagieux. Il y a eu les variants dits anglais, qui ensuite ont pris les appellations d'alpha, les sud-africains, le brésilien, etc. Dans l'intervalle, des vaccins ont été développés, efficaces, sûrs, qui ont permis de faire reculer l'épidémie, de commencer à conférer une protection collective aux populations, notamment des pays qui ont pu acheter ces vaccins, et à commencer par l'Europe, et donc la France. Et l'ombre portée de la pandémie a pu petit à petit s'estomper à l'issue de la 3e vague dans notre pays, avec un recul très fort du virus, une réduction très importante des hospitalisations, de la place enfin dans les services de réanimation français, et nous avons pu convenir ensemble que s'il nous fallait conserver quelques moyens pour lutter contre l'épidémie au cas où, cet été, nous pouvions commencer à entrevoir la fin du cauchemar. C'était sans compter sans une nouvelle mutation du virus, la fameuse mutation Delta, originaire d'Inde. Vous vous souvenez, nous avions vu la situation en Inde au cours du printemps, je l'avais évoqué lors de mon audition devant vous la dernière fois, qui a provoqué des vagues assez intenses dans les pays dans lesquels ce variant est apparu et qui ensuite a envahi l'Europe à partir de l'Angleterre, puis a envahi les États-Unis, c'est en cours, l'Australie, tous les continents au fond, la Tunisie et sans doute d'autres pays qui n'ont pas les mêmes systèmes de veille sanitaire que nous et qui doivent faire face à une épidémie terrible sans pouvoir avoir les mêmes moyens de lutter. Qu'est-ce que nous savons sur ce variant Delta ? Une publication dans Nature très récente, très récente, montre que la charge virale, c'est-à-dire la capacité, une fois que vous êtes infecté, à projeter vous-même du virus, serait 1000 fois supérieure avec le variant Delta qu'avec les variants précédents. On n'est plus du tout dans le même niveau de contagiosité qu'avec les variants précédents, où il y avait une charge virale certes plus élevée, mais cette publication, 1000 fois plus, veut dire que cette version du Covid est beaucoup plus agressive, beaucoup plus contagieuse et beaucoup plus dangereuse. Quels sont les paramètres ? Nous avons vacciné près de 70% de la population adulte dans ce pays a reçu au moins une injection de vaccin. Quand on regarde un peu en arrière, au mois de décembre, de janvier dernier, il n'y avait dans les études, dans les enquêtes d'opinion, que 40 ou 50% des Français qui voulaient se faire vacciner. Donc il y a eu déjà un gain qualitatif et quantitatif très important. Mais ça veut dire qu'il y a encore 30% des adultes qui n'ont pas reçu une première injection. Qu'est-ce que ça signifie ? On peut se dire, c'est pas grave, la plupart sont vaccinés, le virus ne fera pas de dégâts. C'est pas du tout ce qu'il faut penser. La première vague dans notre pays, avec un virus moins contagieux, a touché entre 2 et 4% de la population française. Elle a entraîné ce que vous savez qu'elle a entraîné, remplissant nos hôpitaux à une vitesse très importante. Quand on dit qu'il y a 30% des adultes qui n'ont pas encore été vaccinés, vous imaginez proportionnellement ce que ça peut faire. N'allons pas croire, certaines personnes pensent que si toutes les personnes autour d'eux sont vaccinées, le virus ne passera pas par eux. À titre d'exemple, si la totalité d'entre vous était vaccinée à l'heure à laquelle on se parle, sauf peut-être 2 personnes, et qu'une personne rentrait dans cette pièce porteuse du virus, le virus n'irait pas sans doute contaminer celles et ceux qui parmi vous êtes vaccinés, ou peut-être un, mais qui ne s'en rendrait pas compte parce qu'il ferait une forme asymptomatique, puisqu'une fois vacciné, si vous attrapez le variant Delta, vous faites des formes bénignes, voire la plupart du temps asymptomatiques. Mais les 2 qui parmi vous n'êtes pas vaccinés ne seraient pas protégés parce que vous êtes à côté de personnes qui sont vaccinées. C'est pas comme cette vieille croyance française qui veut que quand on mange à table en Provence l'été, qu'il y a des guêpes, mais qu'il y a des moustiques, et qu'il y a quelqu'un qui a une peau dite à moustique, on risque rien. C'est pas comme ça que ça marche. Et donc les 2 qui parmi vous n'êtes pas vaccinés, allez attraper le virus, parce qu'il est très agressif et très contagieux, et vous allez faire les mêmes types de formes que celles que vous auriez faites avec les virus précédents.
avec un pourcentage de risque non négligeable de présenter une forme grave. Et puis quand vous allez rentrer chez vous, vous allez le transmettre à votre entourage. Quand vous allez dans la rue, vous asseoir dans un restaurant, etc., si vous ne faites pas attention, vous allez le transmettre aux personnes qui, autour de vous, comme vous, n'ont pas été encore vaccinées, ou par choix, ou par impossibilité matérielle, et ainsi de suite. Et le virus circule, et il circule très vite. Voilà le contexte dans lequel nous sommes. Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait ? On fait en sorte que les 30% d'adultes qui n'ont pas été vaccinés se vaccinent très vite. Et pour ça, il faut de l'incitation et il faut de la mise à disposition de vaccins. La mise à disposition de vaccins, nous travaillons avec tous les centres, nous battons les records tous les jours et nous voulons que dans les 10 prochains jours, il y ait des campagnes massives de vaccination. Je dis le mot massif. Il y a cette capacité de mobilisation extraordinaire de nos soignants, des agents des collectivités dans tout le pays, pour pouvoir être réactifs alors que nous sommes à la fin du mois de juillet. Et si nous avons fait encore 820 000 vaccinations hier, dont 400 000 primo-injections, c'est parce que les centres sont réactifs, parce que les pharmaciens sont réactifs, parce que les médecins sont réactifs, et ils le seront encore plus dans les jours à venir. Vaccination massive de ceux qui n'ont pas été vaccinés. Deuxièmement, il ne faut pas oublier les ados. L'épidémie aujourd'hui, elle est portée par les 10-40 ans. Ce sont celles et ceux qui s'infectent, qui sortent, on peut le comprendre, ce n'est pas du tout une mise à l'index, je ne pointe du doigt personne, c'était compréhensible, c'était attendu, et c'était le cas l'été dernier. Cette épidémie, c'est une épidémie aujourd'hui de jeunes, voire de très jeunes, qui heureusement, et même avec le variant Delta, font peu de formes graves. Un certain nombre peuvent faire des Covid longs, vous le savez. On peut être jeune, faire une forme peu sévère et faire des Covid longs et être terrassé pendant des semaines ou des mois avec une perte d'énergie, des troubles du rythme cardiaque, de la grande fatigue et d'autres symptômes tels que des douleurs chroniques. Et donc il nous faut aussi vacciner les jeunes parce que sinon le réservoir viral entre guillemets va passer de la population jeune à un moment donné aux populations un peu plus âgées. Vaccination massive. Deuxièmement, faire en sorte de ne pas être obligé de reconfiner le pays. Notre pays ne peut pas se permettre un nouveau confinement. Nous ne pouvons pas arrêter l'activité sociale, culturelle, sportive, économique dans notre pays comme nous avons été obligés de le faire. Ce que nous disent les scientifiques, et c'est la donnée très importante, qui sous-tend toute la logique du pass sanitaire, c'est que si nous arrêtons tout le pays, nous aurons le même impact sur l'épidémie que si nous arrêtons, entre guillemets, toute l'activité pour les seules personnes non vaccinées. C'est-à-dire que si toutes les personnes vaccinés mènent la vie la plus normale possible et que nous arrivons à protéger celles qui ne sont pas vaccinées en attendant de les vacciner, nous ne sommes pas obligés de confiner. C'est la logique du pass. Le pass n'est pas une punition, le pass n'est pas une réjouissance, et vous savez ce que j'en pense sur le fond, mais nous n'avons pas le choix. La question qui se pose, ce n'est pas le pass ou rien, ou un pass plus tard ou rien, ou un pass amoindri ou rien, ou un pass partiel qu'on ne mettrait pas dans tel endroit parce que ce n'est pas pratique ou rien. Personne ne considère que le pass sanitaire soit simple à mettre en place. Personne ne dit que nous avons l'expérience pour pouvoir le mettre en place dans les meilleures conditions possibles. Mais ce que je vous dis avec franchise et transparence, c'est que nous avons deux choix. Réussir le pass, vite, très vite, et la durée du temps nécessaire, partout où il est indiqué, ou alors nous exposer au risque de devoir reconfiner notre pays. Je vous dis encore une fois, ne le voyez pas du tout ma démarche comme un chantage ou une épée de Damoclès. Je vous dis les choses en sincérité parce qu'il n'y a pas d'autre option. Vous auditionnerez tout à l'heure le président du conseil scientifique, Jean-François Delfrécy. Vous lui poserez la question et vous demanderez si j'exagère. Il n'y a pas d'autre option aujourd'hui. Donc il y a une urgence à intervenir. Le pass n'a de sens que tant que toute la population n'est pas vaccinée. Lorsque nous serons tous vaccinés, puisque je vous ai dit que si nous ne fermons les activités que pour les non-vaccinés, nous avons le même impact que si nous fermons toutes les activités pour tous, le pass disparaîtra. Il n'aura plus son utilité. J'espère que ce sera le plus tôt possible. Je ne peux pas dire si ce sera en octobre. Je ne peux pas vous dire à coup sûr que ce sera en novembre. Donc ce que le gouvernement vous demande, c'est de nous laisser jusqu'à la fin du mois de décembre et de réévaluer la situation autant de fois qu'il le faudra. Et vous savez que je réponds toujours à vos convocations, à vos invitations, et je viendrai autant de fois qu'il le faudra, mais il est bien prématuré pour considérer que nous pourrions nous passer de ce dispositif en septembre ou en octobre. Je suis même à peu près convaincu du contraire. Or, il y a la nécessité d'agir vite et dans la durée. C'est vraiment cela la logique. Deuxième logique, il y a les publics les plus fragiles, c'est-à-dire les gens qui sont malades, très malades, donc à l'hôpital, et il y a les gens qui sont âgés, très âgés, et qui ont donc un système immunitaire
fragile par rapport aux autres, qui fait que même en étant complètement vaccinés, ils ont moins de protection et plus de risques de faire des formes graves. Ce sont les personnes âgées en établissement ou à domicile. Or, nous constatons que des personnes qui sont au contact de ces Français malades ou très âgés ne sont pas suffisamment vaccinées. Aux derniers chiffres, probablement sont-ils meilleurs aujourd'hui, mais pas encore suffisamment, montraient que près de 40% de nos soignants et du personnel qui est au contact de ces personnes malades et très âgées ne sont pas vaccinés. Je veux faire de l'hôpital et des EHPAD des sanctuaires de protection où, lorsque les gens y sont admis parce qu'ils sont malades ou très âgés, ils doivent avoir la certitude absolue qu'ils ne seront pas, en plus du reste, exposés au virus parce qu'ils sont à l'hôpital ou parce qu'ils sont en EHPAD. C'est la logique de la vaccination obligatoire des soignants. Ce n'est pas une façon de punir qui que ce soit ou de mettre à l'index, c'est une logique de protection que nous voulons d'abord pour ces personnels qui ont été nombreux à tomber malades lors de la première vague et qu'il faut protéger, et surtout la protection des personnes les plus fragiles dans notre pays. C'est la deuxième grande mesure. Et puis la troisième, c'est celle autour de laquelle nous avons tourné depuis à peu près 1 an et demi. C'est le constat que l'acceptabilité de l'isolement pour des gens qui sont positifs et souvent asymptomatiques est de moins en moins bonne. De moins en moins bonne. Et dans certaines régions, les études montrent qu'on est à moins de 50% des gens qui respectent l'isolement lorsqu'ils sont malades. Vous ayant dit qu'avec le variant Delta, la charge virale est 1000 fois supérieure qu'avec les virus précédents, si quelqu'un qui est positif et donc qui peut sortir du virus sort de chez lui, alors il expose la population tout entière et l'ensemble de nos dispositifs est mis en péril. C'est pourquoi, et ce n'est pas de gaieté de cœur, et vous le savez, puisque si ça avait été de gaieté de cœur, nous l'aurions dit depuis 1 an et demi, nous en sommes résolus à vous demander la possibilité de maintenir en isolement, avec des sanctions en cas de non-respect, dans des conditions encadrées, avec des autorisations de sortie, évidemment, les personnes qui sont positives au Covid. Ça ne concerne pas les cas contacts, je le précise. Aujourd'hui, c'est une possibilité conférée par la loi pour les seules personnes qui arrivent sur le territoire national. Nous souhaitons pouvoir l'étendre aux personnes qui sont déjà sur le territoire national. Isolement, vaccination obligatoire des soignants, nouveau dispositif du pass sanitaire pour éviter un confinement. Telles sont les principales mesures contenues dans ce texte. Évidemment, et vous avez raison, il faut discuter de la mise en place pratique et opérationnelle. Je le redis parce que les débats à l'Assemblée nationale sont enflammés. La question n'est pas de savoir si c'est une punition ou s'il faut en exempter les uns ou les autres. La question n'est pas de savoir si c'est simple ou pas simple. La question est de savoir si nous nous donnons les moyens pour que ce soit mis en place vite et de la manière la plus efficace possible. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Je donne la parole tout de suite à Monsieur Philippe Bas, rapporteur pour la Commission des lois. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, de votre exposé. Je n'ai personnellement aucun problème en ce qui concerne la cohérence intellectuelle du dispositif que vous proposez. J'ai compris, moi aussi, que c'était ça ou le confinement. Parce que face aux 3 précédentes flambées de l'épidémie, le confinement, même s'il a été décidé avec retard pour ce qui concerne le 3e confinement, ce qui a eu des conséquences, a été la seule solution qui a permis jusqu'alors de donner un coup d'arrêt, provisoire d'ailleurs, compte tenu de ce que vous avez dit sur l'évolution des différents variants, à l'épidémie. Nous sommes aujourd'hui face à un nouveau pari, qui est un pari risqué, et à certains égards, on voit qu'il est déjà dépassé, puisque des mesures sont prises, notamment sur le littoral, pour fermer les établissements à 23 heures, ce qui témoigne que le dispositif que vous nous présentez ne peut pas être un dispositif exclusif et qu'il y a un dispositif concurrent qui peut monter en régime avant même l'application du nouveau dispositif. Moi, je suis prêt à proposer à mes collègues de souscrire au dispositif d'ensemble que vous proposez. Mais je ne veux pas le faire sans exprimer un certain scepticisme. Au fond, je me dis, ça mérite d'être tenté. Ça montre à quel point notre pays
pas le gouvernement ou le Parlement, est sur la corde raide face à la gestion de cette nouvelle flambée avec un variant dont vous avez rappelé les caractéristiques extrêmement inquiétantes. Mais, Monsieur le ministre, seule l'opérationnalité des contrôles et l'effectivité des sanctions peuvent donner crédit à des obligations. Il faut aussi d'ailleurs que les règles soient claires, que ceux qui contrôlent les entrées dans les lieux où le pass sanitaire est exigé aient les moyens de le faire et sachent exactement quoi faire. Là, il y a un travail certainement à faire. Est-ce que les effectifs mobilisables de policiers et de gendarmes pour contrôler à la fois les mises à l'isolement et l'accès aux lieux où il faut présenter le pass sanitaire sont suffisants raisonnablement pour que cette opérationnalité du dispositif soit garantie? C'est ma première question. Il y a déjà un retour d'expérience, parce que vous aviez le droit par décret d'abaisser le nombre de personnes dans un lieu donné à partir duquel le pass sanitaire pouvait être exigé en application de la précédente loi. Vous l'avez donc fait, ça a commencé hier. Et qu'est-ce qu'on constate? Ce n'est pas un problème sanitaire qu'on constate en premier, c'est un problème de chiffre d'affaires. Mes collègues vous le diront, les retours que nous avons du terrain sont extrêmement préoccupants sur la chute du chiffre d'affaires de très nombreux établissements, notamment accueillant du public pendant les vacances, parcs zoologiques, centres de loisirs, etc. etc. Je n'ai pas entendu le gouvernement annoncer que le fonds de solidarité allait être mobilisé pour soutenir nos entreprises face à ces pertes considérables de chiffre d'affaires. Vous êtes ministre de la Santé, mais vous engagez tout le gouvernement. Pouvez-vous nous apporter une réponse à cette préoccupation dont je vous garantis que vous allez en entendre parler dans les prochains jours? Il vaudrait mieux l'anticiper que d'attendre que la situation devienne franchement intenable. Je reviens toujours avec ce retour d'expérience aux questions qui ont été soulevées sur l'efficacité du dispositif ou l'effectivité du dispositif, l'opérationnalité du dispositif du pass sanitaire. Est-ce que oui ou non, ceux qui feront le contrôle dans les restaurants, les cafés, etc., pourront exiger la carte nationale d'identité à côté du pass sanitaire? C'est une question toute bête que les gens se posent. Si on répond non à cette question, alors le bouclage du dispositif n'est pas assuré. Mais si on répond oui, alors on permet à des gens qui ne sont nullement assermentés et habilités à le faire de procéder à ce qui ressemble à un contrôle d'identité par la police ou la gendarmerie. C'est une question très délicate, on ne peut pas la laisser dans l'ombre. Enfin, j'ai constaté avec le retour d'expérience de la journée d'hier que beaucoup d'établissements qui peuvent recevoir 60-70 personnes, pour éviter l'application du pass sanitaire, ont tout simplement fixé la jauge à 49. Et ce sont de très très nombreux établissements. Alors est-ce que ça ne va pas poser un problème massif? Parce que les établissements à 20, 30, 40 sont quand même des établissements où la promiscuité est possible pendant les repas, qui sont aussi dangereux que des établissements à 100 pour lesquels il y a beaucoup d'espace. On voit des petits théâtres, des petits cinémas, des restaurants de taille moyenne. Et donc, je me pose vraiment la question, est-ce qu'il n'y a pas des lignes de fuite extrêmement importantes pour l'efficacité du dispositif que nous mettons en place? Voilà les principales questions que je me pose, Monsieur le ministre. Et combien de temps allez-vous vous donner pour évaluer les résultats du nouveau dispositif, si nous le votons, sur la dynamique des contaminations? Quand est-ce que vous nous direz si on passe ou non au confinement? Alors, nous allons prendre les questions également de la rapporteure Chantal Deseyne de la Commission des Affaires sociales avant que Monsieur le ministre réponde aux deux rapporteurs. Chantal. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le ministre pour vos propos.
Monsieur le ministre, je voudrais vous interroger plus sur le volet sanitaire et l'obligation qui est faite au personnel de santé et médico-sociaux de se soumettre à la vaccination. Vous avez expliqué les raisons de ce choix dans votre propos. Ne croyez-vous pas, malgré tout, que l'extension du périmètre de vaccination risque de se poser très rapidement, et je pense notamment aux enseignants. La rentrée, c'est au mois de septembre, mais on peut penser aussi au personnel qui interviennent à domicile pour des personnes qui ne sont pas en perte d'autonomie, par exemple. C'est aussi le cas des forces de police. Ma deuxième question, cette obligation vaccinale s'applique immédiatement avec néanmoins une période de transition d'ici le 15 septembre. Considérant d'éventuelles tensions d'approvisionnement ou des difficultés qui nous ont été rapportées pour obtenir un premier rendez-vous, n'estimez-vous pas nécessaire d'introduire un peu de souplesse pour les professionnels qui, à la mi-septembre, n'auraient pas un schéma vaccinal complet, mais seraient déjà engagés dans le processus de vaccination avec une première dose ? Une troisième question, l'effectivité de l'obligation vaccinale ne peut passer que par une adhésion à la vaccination. Et, je le regrette, l'hésitation vaccinale et parfois la réticence demeurent. Comment comptez-vous accélérer l'aller vers à destination des professionnels identifiés en retard dans leur vaccination, mais également en population générale? Quelle communication pour lutter efficacement contre la désinformation sur l'efficacité et l'innocuité des vaccins autorisés, chose dont je suis convaincue? Et pouvez-vous par ailleurs nous faire un point sur la situation des Outre-mer où le taux de vaccination est particulièrement bas, aussi bien parmi les professionnels de santé qu'en population générale? Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure. On va laisser la parole à Monsieur le ministre pour répondre à nos rapporteurs. Et on vous indique d'ores et déjà qu'il y a 8 collègues qui souhaitent poser des questions. Donc 9, 10, oulala. Donc voilà, on va concentrer les affaires. Monsieur le ministre. Je suis absolument désolé. Je voudrais pouvoir passer tout le temps avec vous pour pouvoir répondre et je dirais vous aider dans les débats, en tout cas vous dire ce qui fonde ce projet de loi pour le gouvernement à l'heure où vous allez aborder, je l'espère demain, l'examen du texte en commission. Je serai par ailleurs présent au maximum de mes capacités physiques avec vous samedi, sachant que vous le voyez, vous le savez sans doute, la semaine est composée de siestes d'1 heure et que je suis vraiment au maximum tout en ayant le pilotage de la gestion de crise. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Ne voyez certainement pas ça comme une marque, un manque de respect. Monsieur le rapporteur, monsieur le sénateur, vous posez la question de mesures de freinage en plus. Oui, c'est ce qu'on appelle les mesures de freinage d'urgence. Elles sont effectives dans les Pyrénées-Orientales avec la fermeture des bars et des restaurants à 23h, avec le retour du port du masque en extérieur, qui sont des mesures à la fois d'attente avant la mise en place du pass sanitaire et à la fois des mesures d'attente avant l'accentuation, l'accélération de la vaccination pour éviter d'être complètement débordé alors que nous sommes dans une courbe exponentielle. Ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement ne souhaite pas et n'envisage pas, à l'heure à laquelle je vous parle, de mesures de freinage générales pouvant aller au confinement. Nous souhaitons accentuer la campagne de vaccination et nous reposer sur les mesures liées que nous permet d'avoir le pass sanitaire. Et nous ne sommes pas dans un scénario de marche rapide vers un confinement. Je vous dis ça avec toutes les réserves d'usage, parce que vous le savez comme moi, ce virus nous pose parfois des difficultés croissantes. Quel est le moyen d'évaluer les choses ? C'est une question qui m'a été également posée. Comment évaluer l'efficacité ? C'est la charge de soins. Nous savons qu'en Angleterre, nous étions à 4,6% de formes graves. Ils sont actuellement à 1,8%, donc c'est une réduction importante de la gravité des symptômes, non pas parce que le virus serait moins grave, mais parce que la vaccination fait que proportionnellement, les gens font
sont moins touchés quantitativement qu'auparavant. Nous voyons qu'en Espagne, qu'au Portugal, qu'aux Pays-Bas, pour l'instant, la charge de soins n'augmente pas beaucoup, même si elle augmente. Et en France, nous avons une augmentation de la charge hospitalière et de la charge de réanimation et des appels à SOS médecins et des admissions aux urgences. On voit que ça monte. Nous ne savons pas encore si cette charge de soins sera, donc ces cas graves seront corrélés à la circulation du virus ou si elle sera comme chez nos voisins décorrélée, auquel cas ça nous permettrait entre guillemets de gagner du temps pour pouvoir vacciner. Mais on peut imaginons qu'il y ait 5 fois moins de cas graves, je vous dis un chiffre comme ça, qu'il y ait 5 fois moins d'hospitalisations par rapport au nombre de contaminations. Tant mieux, mais rien n'exclut qu'avec ce variant très contagieux, nous ayons 5 fois plus de contaminations qu'avec les virus précédents. Auquel cas, nous pourrions avoir une vague équivalente, et ça fait partie des prédictions de l'Institut Pasteur, du CNRS, quand ils nous disent que nous pourrions avoir un pic hospitalier au cours du mois d'août, qui est le mois sans doute le plus difficile pour organiser les hôpitaux sur notre territoire, ce qui rajoute de la complexité à la complexité. Vous avez, monsieur le sénateur, parfaitement raison de poser la question de l'opérationnalité des contrôles et de l'effectivité des sanctions. Je rappelle que les contrôles sont de deux natures. Le contrôle du pass est à la charge de l'employeur et ou de l'organisateur en charge de l'ERP. Ça figure déjà dans le droit et c'est la poursuite de ce que vous avez voté d'ailleurs en termes de pass sanitaire. Et le Premier ministre a annoncé hier qu'il souhaitait que les contrôles d'identité ne soient pas à la charge de l'organisateur de l'ERP, c'est-à-dire du restaurateur, mais qu'ils soient réalisés à titre individuel lors de contrôles inopinés de police. Ce qui fait donc qu'il y a 2 niveaux de responsabilité et 2 niveaux de contrôle différents. Sur toutes les questions d'accompagnement économique, le Fonds de solidarité persiste avec une dégressivité au cours du mois d'août. Je ne suis pas, vous l'avez souligné vous-même, ministre en charge de l'économie, des finances et de la relance, mais je connais l'appétence de Bruno Le Maire et de son équipe pour pouvoir soutenir l'économie dans notre pays, et je ne doute pas que si des annonces doivent être faites, elles seront faites dans les meilleurs délais par les ministres en charge. En tout état de cause, nous n'avons pas soutenu notre économie depuis 18 mois pour la mettre en péril, alors que nous sommes peut-être au bord d'en finir avec ce virus. Faut-il étendre le pass aux petits établissements ? Mesdames et messieurs les sénateurs, je serai assez clair. J'ai l'habitude de demander à ce qu'on ne détricote pas les textes et qu'on n'amoindrisse pas la portée des mesures de protection sanitaire. Je me suis rarement porté en faux contre les velléités des parlementaires de renforcer les mesures de protection sanitaire. Je ne veux brider personne. Ce que j'explique, c'est qu'on a considéré que le risque d'avoir un impact en termes de contamination à l'échelle populationnelle était significatif dès lors qu'il y avait un certain nombre de personnes qui se retrouvaient au sein d'un ERP, et que si vous avez 5 personnes qui se retrouvent dans un petit resto, ça fait toujours... Il peut y avoir des risques de contamination, mais à l'échelle populationnelle, c'est très faible. Alors qu'on voit que dans une discothèque, quand vous avez 500 personnes avec des gens contaminés à l'intérieur, vous avez rapidement 50, 100 malades. Et donc, c'est ce brassage, en réalité, qui justifie, en notre sens, le pass sanitaire. Mais vous aurez le débat sans aucune difficulté. Les questions sur la vaccination. Faut-il étendre le périmètre de la vaccination obligatoire ? Le sens de la vaccination obligatoire, je vous l'ai indiqué en préambule, c'est d'aller protéger les plus fragiles et les plus âgés. Un enseignant est en contact d'enfants qui ne sont pas à risque de faire des formes graves. En revanche, je comprends qu'on n'ait pas envie de se remettre en position de fermer des écoles ou de fermer des classes parce que la vaccination serait insuffisante. Je crois, et Jean-Michel Blanquer le rapportait hier en Conseil de défense, que la couverture vaccinale des enseignants est bonne. Je ne sais pas à combien elle se monte, mais... je ne suis pas sûr qu'on ait des indicateurs précis, mais il semble que les enseignants aient fait cette démarche de se vacciner. C'est tant mieux. Ce qu'il faut évidemment à la rentrée, c'est qu'il y ait des incitations à ce que les uns et les autres soient vaccinés pour qu'on ne soit pas obligé de fermer des classes s'il y avait un cas, comme nous avons pu le connaître au cours des derniers mois. Il y aura un plan pour l'éducation nationale, un plan rentrée de vaccination et de gestion des protocoles sanitaires dans les écoles, qui sera présenté par les ministres en charge, Jean-Michel Blanquer pour l'école, Frédérique Vidal pour l'université, dans quelques jours. Je vous demande un petit peu de patience. On l'a vu hier en Conseil de défense et de sécurité nationale, et la présentation ad hoc sera faite à tous les Français. En tout cas, le plan est solide. Faut-il... sur la vaccination des soignants, de la souplesse. Il y a de la souplesse. Le 15 septembre, c'est souple. Par contre, à promulgation de la loi, il y a obligation de réaliser des tests itératifs. C'est pas en pleine vague qu'il faut se dire que c'est pas grave et qu'il faut donner du temps. En pleine vague, c'est le moment où, au contraire, on serre encore plus les boulons pour éviter que le virus n'entre dans les EHPAD et dans les hôpitaux.
C'est en pleine vague épidémique, lors de la première, la deuxième et de la troisième, qu'il y a eu le plus de clusters en EHPAD et qu'il y a eu le plus de victimes. Donc c'est au contraire. Moi, je voudrais, encore une fois, on n'est pas dans une logique de punition, vous imaginez bien, ça n'aurait aucun sens. On est dans une logique de conviction, mais aussi de protection. Et on protège quand il y a le plus de danger. On n'attend pas que l'incendie soit presque éteint pour prendre un linge humide sur le nez. On le fait quand la chaleur devient vraiment trop forte. Il y a un débat qui a commencé à être amorcé et qui a eu hier à l'Assemblée nationale. Et je vous le dis parce que je peux comprendre les velléités qui les sous-tendent. Je vous demande de poser la question à Jean-François Delfraissy le plus clairement possible, parce qu'il vous répondra. Je me fais son porte-voix à l'Assemblée hier. Je le fais rapidement ce matin. Le débat sur est-ce qu'on peut avoir un avantage quand on a une dose. Si la logique qui sous-tendait tout notre dispositif, c'était de pousser à la vaccination en disant si vous êtes vacciné, vous avez des avantages. Je le comprendrais. Notre logique, elle est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de risque de circulation du virus. Or, ce que montrent les études, c'est que après avoir eu une dose de vaccin, vous avez une protection qui est insuffisante. Parfois de l'ordre de 30% de protection. C'est-à-dire que le risque résiduel d'être contaminé, surtout avec un variant très contagieux, il est trop important. Ce que nous réfléchissons, c'est à la rigueur l'espacement des tests, mais je le disais hier à l'Assemblée en toute transparence. Je pose la question aux scientifiques. Et pour l'instant, il me semble assez réticent à cette idée-là. Vous verrez peut-être avec lui, mais je vous en prie, parce que je vois beaucoup de bonne volonté à l'Assemblée, de gens qui disent, ben voilà, vous avez une dose, donc vous n'avez pas besoin, vous avez le pass, ou vous avez le pass pendant 3 semaines, ou vous avez une dose à l'étranger, ou vous avez une sérologie positive avec des anticorps à l'étranger, quand vous êtes français à l'étranger, du coup, vous pouvez revenir. Non, en fait, si on savait qu'avoir des anticorps ou avoir eu une dose voulait dire que vous étiez protégé, même temporairement, ce serait formidable, mais ce n'est pas le cas. Et nous devons être rigoureux avec tout vis-à-vis de ce variant. Lutter contre la désinformation, bien sûr. Bien sûr. J'irai tout à l'heure, cet après-midi, pour un grand journal, débattre avec des personnes qui sont contre la vaccination pour entendre leurs arguments et y répondre point par point, pied à pied. On n'est pas dans un système de censure, mais on voit bien que les désinformations circulent parfois encore plus vite que l'information elle-même. Je dois reconnaître que la sphère médiatique est assez impeccable vis-à-vis du vaccin et ne colporte pas les fakes et même a plutôt tendance à nous aider, pas nous aider gouvernement, à nous aider citoyens à faire en sorte que les mauvaises informations, les fausses informations ne soient pas relayées. Mais vous avez les réseaux sociaux, vous avez YouTube, vous avez Facebook et on est tous inondés de fakes. Je ne vais pas les reprendre tous ici un par un, mais vous les connaissez pour la plupart. Il faut lutter contre les peurs. Il n'y a rien d'inhabituel, il n'y a rien d'inédit, il n'y a rien d'historique. C'était le cas déjà il y a un siècle, lorsque Waldeck-Rousseau a mis en place la vaccination obligatoire contre la variole. C'était le cas il y a 50 ans, lorsque la vaccination est devenue obligatoire contre la polio. Ça a toujours été le cas. Mais on n'a pas de recul. Mais j'ai peur pour mes enfants. Mais on m'a dit que. Mais Madame a été vaccinée. Et moi-même, dans ma famille, il y avait une vieille légende comme quoi un aïeul était mort du vaccin de la grippe. C'est des trucs qui circulent dans les histoires de famille et qui ne sont pas factuels. Ce qui est factuel, c'est que le vaccin nous protège. Et enfin, la question de l'outre-mer, qui est une question... la situation ultramarine est inquiétante. Je vais aller au-delà, la question ultramarine est très inquiétante. Il y a une circulation du virus qui est très active, je pense à la Martinique, avec des taux d'incidence très élevés, avec des taux de couverture vaccinale très faibles. Et ce n'est pas que nous n'avons pas essayé, ou ce n'est pas qu'il manque de doses. Nous avons envoyé là-bas beaucoup de vaccins, et toutes les équipes se démènent. Vous avez parfois des courants religieux, on en parle peu, je ne dis pas ça pour l'outre-mer en particulier, mais de façon générale dans le monde, des courants religieux qui sont réfractaires à la vaccination. Il faut savoir qu'il y a quelques décennies encore, certains considéraient que le vaccin, d'ailleurs à l'histoire du vaccin, certains luttaient contre les vaccins en disant que les virus et les pandémies étaient de la providence divine et que donc il ne fallait pas aller contre le sens de la nature. Donc vous avez des gens qui sont spirituellement, transcendentalement opposés au vaccin. Vous avez des courants politiques qui sont opposés, on en trouve très à gauche ou très à droite, au nom d'une forme de libertarisme qui veut que je décide pour moi et n'allez pas m'imposer quelque chose. Et vous avez d'autres mouvements,
sociétaux qui parfois contrecarrent toutes les politiques qu'on peut mettre en place de vaccination. Il faut aller de l'avant avec la vaccination en Outre-mer. Nous y travaillons avec Sébastien Lecornu, oui, massivement. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, il y a beaucoup de questions. On lèvera de toute façon, quoi qu'il en soit, dans les 20 minutes, à 10 heures au maximum, on lève. Donc, si on veut poser le maximum de questions, c'est le délai très court, la question directe et après réponse globale. Allez, Monsieur Bonnecarrère. Monsieur le ministre, quelle est, au-delà du projet de loi, votre stratégie à long terme ? Est-ce qu'une vaccination généralisée suffira à protéger la population ? Est-ce qu'elle réduit le risque de voir apparaître de nouveaux variants ? Merci. Laurence Cohen, très rapidement aussi. Oui, je vais essayer, mais c'est compliqué quand même. Moi, j'ai au moins, pour tout le monde, deux questions. Moi, j'apprécie, Monsieur le Ministre, la façon très pédagogique que vous avez d'exposer la nécessité d'informer les populations par rapport à la vaccination. Mais je crois quand même, Monsieur le Ministre, qu'il faut faire une différence. La vaccination contre le coronavirus n'est pas une vaccination comme une autre. Il y a eu quand même une gestion chaotique de la crise. Nous n'avons pas le recul. Et je crois qu'il faut faire la différence entre les anti-vax et les personnes qui ont des doutes. D'ailleurs, je pense que c'est ce que vous avez fait devant nous. La question, cher collègue. Ma question, j'y arrive. La question, j'y arrive, c'est que là, en pointant du doigt, en fait, les personnels soignants qui ne seraient pas vaccinés suffisamment, vous stigmatisez et vous divisez la population. Et ma question, c'est de savoir, quand vous nous citez les 40% de personnes qui, au niveau du personnel socio-médical, ne seraient pas vaccinées. Est-ce que vous prenez en compte le fait qu'il y a un certain nombre de ces personnels qui a été contaminé par le coronavirus, pardonnez-moi, et qui donc a un temps de latence peut-être de 6 mois parce que c'était ce qui était demandé avant. Donc est-ce que vous prenez en compte ces personnes comme étant vaccinées entre guillemets ou pas? Parce qu'on voit des courbes qui atteignent des paliers. Donc voilà ma question. Merci Madame. Monsieur Lecomte, très très court. Deux questions. Que devons-nous répondre à des soignants qui étaient en mission à l'étranger, qui sont soumis maintenant à une obligation vaccinale et qui ont été vaccinés par un vaccin non reconnu par la France? Deuxièmement, vous avez jusqu'à présent été très clair sur l'isolement, enfin jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, vous changez d'avis. Alors que la contamination explose, comment ça va être possible de contrôler cela? Jusqu'à présent, vous nous expliquiez, et vous aviez raison, de dire que s'il y avait isolement, il y avait stratégie de contournement. Cette stratégie de contournement, elle va exister. Ce qui veut dire que dans quelques semaines, vous n'aurez plus l'information des gens qui sont réellement contaminés parce que les gens ne se testeront plus. Voilà. Donc, comment voulez-vous piloter au plus près alors que vous êtes en train de paniquer et de remettre en cause un principe que jusqu'à présent vous aviez toujours dit? L'isolement, on fait appel à l'éthique de responsabilité et pas au contrôle policier, qui implique aussi qu'on change de nature de SIDEP, qui était un fichier médical qui va devenir un fichier de police. Merci. Et comment voulez-vous le faire alors que les contaminations explosent? Merci, Monsieur Lecomte. Merci. Madame Jasmin. Madame Jasmin. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Ministre. Je serai courte, mais je tiens à vous dire, Monsieur le Ministre, que les courants religieux ne sont pas forcément coupables de quoi que ce soit. Je dirais tout simplement qu'il y a encore des stigmates, particulièrement sur les territoires Martinique et Guadeloupe. Moi, je suis de la Guadeloupe, mais je vis ce qui se fait là-bas. Je connais ce qui se fait là-bas. Et je sais qu'il y a encore les stigmates du chlordécone. Donc, là, il y a une méfiance, il y a une défiance, mais il y a aussi surtout le fait que vous stigmatisiez les professionnels soignants. Alors, moi, je suis là pour parler aussi des soignants qui font beaucoup, qui sont difficilement pris en compte et leurs difficultés viennent aussi du fait qu'ils ne sont pas écoutés et qu'ils ne sont pas forcément en quantité suffisante. Mais je dis aussi, nous sommes sur des territoires où il y a un fort taux de chômage et que les mesures que vous prenez ici ne sont pas forcément toujours applicables chez nous. Il y a une grande souffrance de la population. Alors moi, je rejette ce que vous venez de dire, comme particulièrement concernant le côté religieux. Je dis qu'il faut prendre en compte et connaître vraiment les populations. Et moi, je suis issu
l'étude du terrain. Je dis vraiment qu'il faut prendre des mesures, c'est vrai. S'il y a le variant, c'est une réalité, mais il faut plus de pédagogie et une meilleure communication parce que votre communication a été chaotique. Et concernant la continuité territoriale également, c'est un vrai sujet. Je m'arrêterai là pour le moment, comme il faut faire vite, mais c'est un vrai sujet par rapport aux mesures que vous prenez ici, parce que quand on sort de Paris pour aller en Bretagne, comme je le dis, c'est pas comme quand on sort de Paris pour aller dans quel que soit le territoire des Outre-mer. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. Madame Jourda. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, vous avez dit à plusieurs reprises que le virus était agressif. En quoi est-il agressif? A-t-il des effets particuliers par rapport aux variants antérieurs? Ensuite, vous avez indiqué également que les chiffres d'hospitalisation, je ne le dis pas peut-être dans vos termes, étaient assez importants. Sur le site du ministère de la Santé, les chiffres de l'hospitalisation sont en baisse, ainsi que ceux des patients en réanimation. Donc, où sont ces chiffres? René-Paul Savary. Merci. Il y a une obligation de vaccination pour les soignants pour protéger les personnes les plus fragiles. Est-ce que la corollaire n'aurait pas été de rendre obligatoire la vaccination des personnes de plus de 70 ou 75 ans, dites les plus fragiles? Deuxième question, quel va être le statut des personnes contre-indiquées pour la deuxième dose? On voit qu'il y a, et c'est normal, c'est le risque individuel par rapport aux bénéfices collectifs. Certaines personnes ne supportent véritablement pas la première dose. La deuxième est contre-indiquée. Quel va être leur statut? Seront-ils soumis au pass sanitaire? Auront-ils un statut particulier? Merci. Merci. Marie-Pierre de la Gontrie. Non? Ah bon? Écoutez, on a pris dans l'ordre, on va pas... Alors si vous laissez pour Patrick Caner, vous passez votre tour. Merci. Oui. Tout d'abord, un point d'ordre, Monsieur le Président, en vous remerciant de me passer la parole, c'est que est-ce que Monsieur le Ministre ne peut pas rester quand même un peu plus longtemps pour nous permettre de dialoguer avec lui dans de bonnes conditions? Je le dis très, très simplement et solennellement, y compris ma qualité de président de groupe politique dans cette maison. Deuxièmement, Monsieur le Ministre, le décret que vous avez pris, qui a été pris dans la nuit du lundi à mardi, est illégal. Il est illégal, puisqu'il transforme le pass sanitaire qui avait été prévu par la loi du 31 mai et qui était prévu uniquement pour les grands rassemblements sur les petits rassemblements, les petites utilisations au plan local. Donc il y a des recours aujourd'hui devant le Conseil d'État. Quel est votre sentiment sur le sujet? Laurence Rossignol. Merci Madame la Présidente. Rapidement, puisque vous savez, Monsieur le Ministre, qu'un certain nombre de parlementaires ici à l'Assemblée ont proposé une autre option, qui est celle d'une obligation vaccinale universelle pour les Français, qui est une alternative au pass sanitaire et nous permettrait, à notre sens, de viser toute la population. J'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter à une condition, c'est que vous, gouvernement, vous teniez votre ambition d'un débat démocratique le plus vaste et que vous permettiez cette discussion en levant le gage de l'article 40 sur l'amendement que nous déposerons. C'est ma première... Le président Caner a écrit au président de la République pour lui demander, c'est à vous à cet instant que je pose la question, ça ne vous amènera probablement pas à changer de braquet sous la pression du Sénat, puisque l'Assemblée nationale aura le dernier mot, mais ça nous permettrait un bon débat. Ça, c'est ma première question. J'en ai deux autres hyper rapides. Comment on fait pour les centres de vacances, colonies de vacances et autres lieux où les enfants vont être regroupés pendant l'été? Quel est votre point de vue? Comment on fait à la rentrée pour expliquer à des adolescents ou des jeunes étudiants qui ne peuvent pas aller au théâtre, au cinéma, parce qu'ils n'ont pas de passe encore, mais qui peuvent aller à la fac ou au lycée, voilà, et prendre le métro pour aller à l'école. Et ma dernière question, c'est juste très technique. Est-ce que vous avez prévu d'adapter le pass, dans l'hypothèse où il sera voté, blablabla, pour les pays comme je pense aux franco-israéliens, doublement vaccinés Pfizer, et dont le pass sanitaire n'est pas compatible avec le nôtre? Comment on fait pour que ceux-ci, alors qu'ils remplissent les mêmes conditions que nous, quand ils sont vaccinés, puissent circuler librement? Je pense franco-israéliens, je pense à eux, mais il y en a peut-être d'autres. Merci, chers collègues. Madame Valérie Boyer.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, très vite, je voudrais quand même dire que être pro-vax, et on peut être pro-vax et anti-pass, et que la difficulté à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est encore une fois d'opposer les Français aux uns aux autres et d'avoir une mesure qui les mette dans la rue, alors que tout le monde a envie de sortir de cette pandémie. J'ai plusieurs questions à vous poser, Monsieur le Ministre, rapidement. Qu'en est-il des services de réanimation aujourd'hui ? Est-ce qu'ils peuvent accueillir plus de patients? Qu'est-ce qu'on a fait concrètement pour ces services de réanimation, pour la formation aussi des personnes pour la réanimation? Je pense notamment aux infirmières et à leur parcours professionnel. Pourquoi n'avez-vous pas choisi d'ouvrir la vaccination obligatoire à un 12e vaccin qui soit celui contre le coronavirus? Et enfin, est-ce que vous pensez qu'il est utile? Comment faire pour rendre la vaccination obligatoire pour les mineurs? Je pense notamment aux enfants de 12 ans. Et quelles sont les mesures concrètes que vous allez mettre en place pour convaincre les personnes les plus fragiles, c'est-à-dire les plus de 50, les plus de 60? Comment allez-vous les chercher concrètement pour que ces personnes qui sont les plus exposées, qui ont le plus de risques, puissent être vaccinées? Puisque vous l'avez rappelé, nous avons 30%, si j'ai bien... enfin, un certain nombre de personnes les plus exposées qui ne sont pas vaccinées. J'ai cru comprendre qu'en Espagne, il y avait des campagnes particulières pour aller les convaincre. Qu'en est-il en France? Merci, Madame Boyer. Merci. Alors, il nous reste Véronique Guillotin et ensuite Monique Lubin. Véronique Guillotin. Ok, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, quelques questions rapides qui rejoignent certaines sur l'harmonisation européenne. Est-ce que le malade plus une dose chez nous est considéré comme étant satisfait de ses obligations vaccinales, enfin étant à son pass? Est-ce que d'autres pays ne demandent pas la maladie plus de doses, et comment on va essayer d'harmoniser tout ça? Parce que je pense que ça va un peu durer dans le temps. Le pass vaccinal, la vaccination pour tous, de toute façon il n'y a pas de bonne solution, on prend la moins mauvaise, je pense qu'il faut y aller. Par contre, les rendez-vous aujourd'hui sont complexes à prendre, c'est une réalité depuis que l'annonce du président de la République a été faite, les rendez-vous sont bloqués, je vaccine sur les centres, donc c'est une vraie réalité. Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir mettre nos concitoyens en situation de pouvoir être dans les règles pour ceux qui aujourd'hui voudraient se vacciner, d'autant qu'on n'est pas sur un système punitif, puisque vous l'avez dit, mais plutôt sur un système incitatif. Donc il faut aujourd'hui pouvoir leur donner l'accès aux vaccinations, et c'est pas tant le manque de doses qui pose problème, c'est plutôt le manque de soignants dans cette période estivale. Moi j'ai une proposition sur le contrôle. Alors le contrôle dans les cafés et les restaurants paraît possible dans certains cafés et certains restaurants, et paraissent complètement impossibles dans d'autres. Sur des petits cafés, quand on va aller dans un café dans des coins un peu retirés, vous verrez bien que c'est très difficile pour le cafetier de contrôler vis-à-vis de sa clientèle, etc. Est-ce que c'est pas une possibilité de responsabilité individuelle qui incombe aux gens, de rentrer dans le café avec son passe vaccinal s'il y a un affichage correct et réglementaire devant le café, et le contrôle, puisque même s'il y a une pièce d'identité, pourrait se faire éventuellement par les forces de l'ordre, la police municipale, à l'intérieur du café, sur une responsabilité individuelle, mais pas incomber la responsabilité de l'exploitant de l'établissement. Et enfin... pourquoi, sur quelle réalité scientifique vous basez l'obligation du pass sanitaire en terrasse, à condition que les terrasses respectent les distanciations de sécurité, par exemple? Est-ce qu'il n'y aurait pas là une possibilité, en fait, de donner un petit peu d'air sans mettre la population en danger? Voilà mes 4. Et oui, et la vaccination obligatoire des policiers et gendarmes, vous avez répondu aux enseignants. Merci beaucoup, chers collègues. Monique Lubin. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, plutôt que de mettre en place quelque chose qui pourrait ressembler assez rapidement, excusez-moi Monsieur le Ministre, à une usine à gaz, pourquoi ne portez-vous pas vos efforts sur une vaccination obligatoire généralisée qui aurait le mérite de faire en sorte que nous n'ayons plus besoin de passe sanitaire, puisque chacun saurait qu'il a l'obligation d'être vacciné, chacun saurait qu'il doit se promener avec sur lui une preuve de cette vaccination et qu'il court le risque d'être contrôlé. Voilà ma question. Merci Madame. Alors, André Reichart,
Oui, monsieur le Président. Monsieur le ministre, ma question sera très simple. Elle concerne la date de mise en œuvre de ce pass. Vous avez annoncé que... Oui, monsieur le ministre, la date de mise en œuvre du pass, c'est une question qui est très simple. Vous avez annoncé le 1er août pour l'accès aux établissements recevant du public, bars, restaurants, etc., etc. Bien entendu, ça rend impossible l'achèvement ou même la mise en œuvre d'un parcours vaccinal pour les personnes concernées. Est-ce que vous n'avez pas envisagé de repousser cette date? Je vous remercie. Merci. Jérôme Durain. Oui, merci Monsieur le Ministre. Il semble qu'il y ait un certain nombre de tensions sur les doses disponibles dans certains territoires. Je pense notamment à l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, où on voit remonter ça. Est-ce que la disponibilité des doses est compatible avec votre stratégie vaccinale? Alors, Katia Poursopoli, et on vous demande d'être court, ce qui a été le cas, parce qu'on a beaucoup invité nos intervenants de début de séance, et au fil du temps, là, ça se relâche. Je vais être courte. Je pense également que le vaccin obligatoire aurait réglé bien des choses à la place de ce pass qui divise, il faut bien se le dire, l'ensemble des Français. Moi, j'ai deux questions. Quelle est la responsabilité, Monsieur le Ministre, puisque nous sommes interpellés par les élus localement maintenant, qui nous demandent comment ça se passe lorsqu'il y a... quelle est leur responsabilité dans le contrôle des différentes activités qu'ils mettent en place dans les communes. Donc les maires, les présidents d'associations nous demandent la même chose. Je pense notamment là où il y a des plages, là il y a des centres aérés, des centres de loisirs, des colonies. Et puis j'aimerais savoir quel est le schéma vaccinal que vous allez mettre en place, avec quels moyens, parce que c'est bien de demander à tout le monde de se faire vacciner très rapidement. Ceci dit, dans nos centres de vaccination, nous n'en avons pas les moyens, puisque beaucoup nous font remonter que les dates qu'ils vont avoir pour la vaccination se déroulent à partir de maintenant en octobre et qu'il n'y a pas de rendez-vous avant de possible. Donc voilà, quels sont les moyens que vous allez mettre supplémentaires en place pour pouvoir vacciner tout le monde? Merci. Merci, chers collègues. Dernière question, Madame Goulet, c'est la dernière. Après, on donne la parole au ministre. Oui, Monsieur le Ministre, ça rejoint ce qui a été dit. Est-ce qu'on a assez de vaccins? Est-ce que vous envisagez de stocker pour une 3e vaccination si c'était nécessaire? Merci à toutes et à tous d'avoir su réduire le temps de la question. Monsieur le ministre, vous avez la réponse. Enfin, la réponse. J'espère que vous avez les réponses. Excusez-moi. J'ai 26 questions auxquelles répondre, donc je vous propose de continuer jusqu'à 10h10 si vous en êtes d'accord. Merci. De me laisser le temps de répondre. Alors, est-ce qu'il y a le risque d'apparition de nouveaux variants? Oui. La réponse est oui. D'ailleurs, il y a des études où on met des modèles de singes qui sont stressés avec des virus et on voit qu'il y a d'autres mutations qui sont possibles. D'autres mutations sont possibles, oui. C'est aussi pour ça que l'objectif, c'est de vacciner la planète entière et pas que la France, puisque on a vu que l'année dernière, l'été dernier, c'était en Afrique du Sud qu'avaient émergé des variants, en Inde, donc dans des pays à forte concentration de population, pauvres, dans lesquels le virus circule beaucoup, où il y a des immunodépressions, des immunodéprimés. Donc oui, il y a des risques de variants. Et plus tôt on aura vacciné tout le monde, plus tôt on sera débarrassé du risque d'être exposé à un variant encore plus grave que celui que nous connaissons actuellement. Quelle est la question? Alors, il y a une question qui était, Madame la sénatrice Cohen, qui au-delà du fait de nous renvoyer à notre totale nullité, mais j'en ai un peu l'habitude, nous posait une question factuelle qui était qu'est-ce qu'on fait pour les soignants qui ont été contaminés il y a longtemps? La règle est la même que pour tout le monde, en fait. Si vous avez eu un Covid entre 11 jours et 6 mois, vous avez un équivalent de passe sanitaire. Au-delà de 6 mois, vous devez être vacciné avec une dose. Même règle pour les soignants que pour toute la population française. Mais excusez-moi, Monsieur le Ministre, ça n'est pas ma question. Mais non, ma question, c'était de savoir si ça rentrait dans les statistiques. Puisqu'on nous dit que 40% ne sont pas vaccinés. Oui, mais dans les statistiques, la plupart des soignants qui ont été contaminés l'ont été il y a à peu près 1 an et demi au cours de la première vague. Donc, les taux de contamination des soignants au cours des 6 derniers mois sont très faibles. Donc, oui, on intègre ça de fait. Sur les personnes, les soignants qui ont été vaccinés à l'étranger quand ils étaient en mission, c'est ça, et qui reviennent. Alors, de façon générale, je vous fais une réponse pour l'ensemble des Français de l'étranger qui ont été vaccinés. Partout, nous avons encouragé les Français à se faire vacciner à l'étranger.
consulats, ambassades ou autres. Et évidemment, nous les avons encouragés à être vaccinés avec des vaccins reconnus par l'Agence européenne du médicament. Nous n'avons pas distribué de Spoutnik dans les ambassades en Russie, monsieur le sénateur. Non, mais on a incité les gens à se vacciner localement. Non, mais on a incité les gens... à se vacciner localement. Et c'est qu'après que... Laissez finir le ministre. Ce que je vous dis est factuel. Partout où nous avons organisé des campagnes de vaccination à l'étranger pour les Français, c'est avec des vaccins reconnus par l'EMA. Donc quand il n'y avait pas de campagne organisée ou quand les gens étaient à l'étranger, peut-être qu'ils se sont vaccinés autrement. Mais on n'a pas distribué de Spoutnik dans les ambassades. Oh, je sais pas, ouais. Bon, donc tous les gens qui ont été vaccinés avec des vaccins non reconnus pour l'Agence européenne du médicament, on va évidemment pas reconnaître leur vaccination. Il n'y a pas deux catégories de Français, ceux qui vivraient en France et ceux qui vivraient à l'étranger. En revanche, nous travaillons d'arrache-pied avec les scientifiques et tous les systèmes de vaccination pour permettre d'avoir une seule dose de booster en France avec un vaccin ARN messager de manière à ce qu'ils puissent être protégés. Auquel cas, quand ils arrivent, ils ont besoin d'un test et ensuite ils sont vaccinés quand ils arrivent et une semaine plus tard, ils ont leur passe sanitaire et on n'en parle plus. Sur est-ce qu'il y a des risques de contournement liés à l'isolement contraint ? Je crois que la personne qui m'a posé la question ne me... Je vais bien répondre, mais... Donc, est-ce qu'il y a des risques d'isolement de contournement liés à l'isolement contraint ? Oui, il y a des risques de contournement liés à l'isolement contraint. Mais aujourd'hui, on est à un niveau de respect des conditions d'isolement qui est tellement faible que tout le monde estime que le risque de contournement est bien moindre en termes d'impact épidémique que le risque de ne pas faire respecter davantage l'isolement. Donc il y aura peut-être de la perte de données, il ne faut pas se mentir, je vous l'ai dit, je le pense, c'est possible, c'est même probable, mais aujourd'hui ce n'est pas la perte de données, c'est la perte de confinement qu'on a, donc la perte d'isolement. Et ça c'est beaucoup plus grave à l'heure à laquelle on se parle. Sur les soignants, est-ce que les soignants sont stigmatisés ? Est-ce qu'on est... C'est votre droit de faire de la politique comme ça en me disant qu'on stigmatise les soignants. Je suis de la famille des soignants, j'ai été aide-soignant. Moi, je l'ai été en EHPAD, j'ai été médecin, j'ai été vacciné contre plein de maladies pour pouvoir mettre la blouse. Je ne me suis jamais senti stigmatisé. Je me suis senti dans le respect d'obligations éthiques, morales, professionnelles. J'ai réuni les 7 ordres professionnels, les 7 ordres et les 8 fédérations professionnelles qui ont signé avec moi une charte appelant à la vaccination, y compris la vaccination obligatoire. Donc ça veut dire que les corporations représentant les soignants sont dans l'affreuse stigmatisation des personnes qu'ils représentent et qui leur ont fait confiance. Non, on n'est pas dans la stigmatisation, on est dans la protection et dans ce qu'on appelle une obligation déontologique, éthique, professionnelle, individuelle et collective. Sur... Madame la sénatrice, je n'ai jamais, pardon si dans un temps court, je n'ai jamais voulu insinuer que le problème de la vaccination en Outre-mer était un problème religieux. J'ai dit que de façon générale, dans le monde, quand on constate qu'il y a des très faibles taux de vaccination, ça relève de plusieurs ordres. D'abord, l'ordre religieux, c'est historique, depuis que le vaccin existe. Il y a des corporations, mais ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on trouve en Outre-mer, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Il y a parfois des questions qui sont d'ordre politique, et vous avez raison de souligner qu'il y a des problèmes de confiance. Vous avez cité la chlordécone dans les Antilles, probablement que ça joue. Probablement qu'en France, de façon générale, le pays du sang contaminé, du Mediator, il y a une perte de confiance envers l'autorité scientifique qui fait que ça a démarré plus lentement qu'ailleurs. Probablement cela. Donc, quelles que soient les raisons, de toute façon, il faut vacciner. Je ne peux pas vous laisser dire, enfin vous avez le droit, mais je ne crois pas que ce soit à la hauteur de l'engagement des équipes sur place en Martinique et en Guadeloupe, que vous devez constater, puisque vous êtes là-bas, comme sénatrice, vous m'avez dit que vous étiez sur place, les équipes se démènent en Outre-mer pour vacciner, se démènent, avec du aller vers toutes les sollicitations possibles et imaginables. Et nous continuerons à l'amplifier. Je crois que vraiment l'enjeu, c'est d'avoir peut-être une prise de parole de l'ensemble des élus, pour dire nous le faisons vacciner, faites-vous vacciner. Peut-être qu'il faut qu'il y ait un consensus. Peut-être qu'il faut qu'il y ait un discours qui soit peut-être un peu moins péjoratif contre l'action de l'État et un peu plus positif sur la vaccination, discours globalisant qui permettent de donner confiance aux gens. Je crois que chacun a sa pierre à apporter à l'édifice. Sur le virus, pourquoi est-ce qu'il est plus agressif ? Je vous l'ai dit, il y a une charge virale qui est multipliée par 1000. Donc quand vous avez une charge virale qui est multipliée par 1000, ça le rend beaucoup plus contagieux. Et plus vous avez de gens malades, plus vous avez des risques d'avoir des gens à l'hôpital. Donc, charge virale augmentée égale virus plus agressif. Sur les stocks, alors sur la question de l'hospitalière, il ne faut pas confondre les flux et les stocks. Factuellement, le nombre de patients en réanimation continue de diminuer au niveau du pays, mais la baisse s'est ralentie. Et dans 5 régions, notamment les régions du Sud,
on voit qu'il commence à avoir à l'échelle régionale une augmentation du nombre de patients en réa. C'est-à-dire qu'on a fini la courbe de descente et qu'on est dans la courbe de montée. Et il y a un indicateur qui ne ment pas au niveau national, c'est le R effectif des hospitalisations, des réanimations, des admissions aux urgences, c'est-à-dire le facteur de reproduction du virus. Il est à 1,3, 1,4. Donc on est clairement sur une phase ascensionnelle des hospitalisations et des réa. Est-ce que ça ira loin et fort? Je ne sais pas vous répondre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est reparti sur une hausse et vous allez bientôt le voir dans les stocks. On le voit sur les flux, vous le verrez aussi bientôt dans les stocks. Tout le débat sur la vaccination obligatoire, j'entends parfaitement, et c'est un débat non, mais c'est un débat qui est légitime. J'ai pas de problème avec ça, en fait. J'ai posé la question, en fait, au ministre des Relations avec le Parlement pour savoir si la demande avait été reçue. Elle ne l'était pas encore. Je ne sais pas si je peux vous répondre avant la fin de l'audition. En tout cas, vous aurez une réponse rapide pour savoir s'il y a une levée ou non du gage. C'est pas la tradition. Et c'est certainement pas ma responsabilité que je peux engager devant vous sur cette question-là. Je l'ai dit, j'ai accueilli, c'était dans un média, mais j'ai accueilli positivement le fait qu'il y ait des propositions et qu'il puisse y avoir des débats de fond. Après, ce n'est pas le choix que nous faisons. Et sur la vaccination obligatoire de façon générale, qu'on parle, pour répondre au sénateur qui parlait de la vaccination obligatoire des personnes âgées ou toute la population, on a l'habitude de la vaccination obligatoire chez les nourrissons. Parce que c'est simple. Vous ne rentrez pas en crèche, vous n'allez pas chez l'assistante maternelle et vous n'allez pas à l'école. C'est contrôlable, c'est facile, c'est factuel, si je puis dire. Chez les adultes, moi, honnêtement, je vous avoue que je ne sais pas comment on fait. Je ne sais pas comment on fait. Alors peut-être qu'il y a une méthode. Hein. Aucun pays ne l'a fait. Oui, vous nous direz, j'imagine, vous avez probablement la grande expertise que nous n'avons pas avec les équipes, mais en tout cas des idées. Non, mais je dis ça sans ironie, mais à peine. Les soins, le remboursement des soins, je sais pas comment. Je ne sais pas ce qu'on fait à quelqu'un qui a 50 ans qui n'est pas vacciné. Il ne peut plus sortir faire ses courses. On lui met une amende à chaque fois qu'il sort de chez lui. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Plus de 70 ans. Mais c'est pareil. Vous avez 75 ans, vous ne pouvez plus sortir. Je ne dis pas que c'est impossible. Je ne dis pas que c'est pas quelque chose. Remboursez pas les soins. Il y a des mesures. Hein. Mais rembourser. Alors pardon. Là par contre, 2 secondes. Le discours qui consiste à dire vous aviez qu'à vous faire vacciner, vous êtes malade, on ne rembourse pas vos soins. Alors ça, ce sera sans moi. Hein. Non, mais... C'est caricatural, bien entendu. Bah oui, c'est caricatural. Il y a forcément des mesures, c'est 4 500 €. On ne va pas laisser mourir les gens sur le parking de l'hôpital parce qu'ils n'ont pas eu confiance à un moment donné. Voilà, donc on ne peut pas. Je veux dire, il faut qu'on soit dans le concret. On débattra peut-être de cette question, si ce n'est pas à travers ce texte de loi, peut-être plus tard, je ne sais pas vous dire, madame la sénatrice. Mais je vous ai dit que je n'étais pas dans l'opposition au débat. Vous avez posé, monsieur le sénateur, la question de ceux qui ont eu des grosses réactions à la première injection et qui ne peuvent pas être vaccinés. Attention, là-dessus, je vais être aussi, très clair et très ferme. Je l'ai déjà dit en d'autres lieux, mais la contre-indication à la vaccination, c'est pas j'ai fait un peu de fièvre ou un peu de fatigue ou j'ai été fatigué pendant 3 jours après la première injection. La contre-indication, les seules qui seront reconnues, c'est la péricardite, myocardite, hépatite sévère ayant entraîné une hospitalisation suite à une injection d'ARN messager, ce qui est très rare. C'est les antécédents de maladies de Kawasaki, de PIMS chez l'enfant, ce qui est rarissime. Et c'est l'antécédent d'allergie au PEG 2000, qui est du polyéthylène glycol qu'on trouve dans le vaccin ARN messager, et qui, à date, concerne 8 Français. Ce sont les contre-indications. Les autres n'ont pas de contre-indication. C'est-à-dire que si un médecin fait une contre-indication en disant il est allergique à l'augmentin, donc il ne peut pas être vacciné, non, il n'y aura pas de passe sanitaire et pas de reconnaissance. Je vous le dis parce qu'en France, pour les antibiotiques, quand on interroge les médecins, il y a 20% des gens qui sont allergiques, et dans les faits, il y en a 3%. Donc, les règles, elles sont celles-ci, elles sont étayées par le Conseil scientifique, le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, l'Agence nationale de sécurité du médicament. Y compris la grossesse n'est pas une contre-indication. L'immunodépression n'est pas une contre-indication. L'allaitement n'est pas une contre-indication. Je vous les ai citées, les contre-indications, elles rentrent sur les doigts d'une main. Quel est le statut des contre-indiqués ? Les contre-indiqués, ils ont du coup un avis d'expertise avec un certificat d'expertise et de reconnaissance et qui leur conférera un équivalent. On est en train d'arbitrer, savoir est-ce qu'ils ont un pass sanitaire avec masque FFP2 ou est-ce que, hélas, ils sont trop fragiles pour pouvoir avoir le pass sanitaire. Donc c'est vraiment la question que doivent nous proposer arbitrage les scientifiques. Sur le décret, est-ce qu'il est illégal ? Écoutez, le Conseil d'État a été saisi. Moi, je n'ai pas à avoir de sentiment sur des questions de justice. Nous verrons ce que dira le Conseil d'État. Sur les... Madame Boyer, vous m'avez posé une question, je vais vous répondre. Sur les services de réanimation,
Alors, c'est pas l'été qu'on a le plus de mobilisation de soignants, mais ça, je pense que chacun peut l'entendre. C'est pas le moment le plus simple. 2, j'ai augmenté comme jamais les postes d'internes, de médecins anesthésistes réanimateurs et d'anesthésistes réanimateurs, c'est-à-dire plus de 20 postes pour les MIR et plus de 16 postes, je crois, pour les MAR de mémoire. Enfin, c'est des gens qui seront formés quand ils auront terminé, ils vont commencer à soigner, mais c'est quand ils auront terminé leur internat qu'ils seront parfaitement opérationnels. Donc c'est pas ce qui va bouleverser la donne à court terme. Nous avons formé beaucoup de soignants pour les techniques de réanimation, vous le savez, comme nous l'avions fait l'été dernier. Mais je le redis, l'enjeu n'est pas de savoir combien on a de lits. En fait, l'enjeu, c'est qu'il y ait le moins de malades possible. Première, deuxième, troisième vague, je n'ai pas arrêté de répondre aux questions de savoir si on aurait assez de lits pour tout le monde. J'ai dit que, 1, on était capable d'augmenter les capacités de réa à mesure que les besoins augmentaient, ce qui a toujours été fait, et on n'a pas manqué. Et 2, que si on partait du principe que si on avait 50 000 lits de réa, ce serait moins grave, c'est faire injure aux 50 000 personnes qui seraient dans des lits de réanimation. L'objectif, c'est d'avoir le moins de cas graves possible, pas d'être capable de soigner le maximum de cas graves possible. Sur les démarches d'aller vers, ça continue de se développer partout, de se déployer partout dans tous les territoires. Plus d'1,5 million d'appels, des millions de SMS, des barnums en bas des tours d'immeubles, dans les centres commerciaux, des courriers, On continue de le faire, c'est très coûteux en énergie et je remercie les agents des ARS, de l'assurance maladie, les 900 associations avec lesquelles nous avons contractualisé qui réalisent cela au quotidien. Sur les gens qui ont été malades et qui ont eu une dose de vaccin, ils ont le pass en France et il y a un travail de coordination européenne pour leur donner l'équivalent, mais ça c'est une coordination européenne, on ne pouvait pas décider à la place de certains pays qui n'ont pas reconnu cela, mais nous avons la conviction, la certitude que avoir été malade et avoir eu une dose, c'est avoir plus de protection que ne pas avoir été malade et avoir eu 2 doses. Sur toutes les questions qui portaient sur est-ce qu'on a assez de vaccins. Je regardais ce matin, il y a 200 000 créneaux qui ont été ouverts et qui sont donc disponibles, dont plus de 30 000 dans les 48 heures. Je regardais aussi ce matin, il y a dans un périmètre de 500 mètres une vingtaine de créneaux qui sont disponibles dans l'heure. Donc je ne dis pas qu'il y a des créneaux disponibles partout, je dis qu'il en reste et qu'on en ouvre tous les jours. Et surtout, on va faire, pardon pour l'expression, mais j'étais un peu joueur de poker quand j'en avais le temps, on va faire tapis, on va faire all-in, c'est-à-dire que je demande à tous les centres de vaccination, aux pharmaciens, on va leur envoyer énormément des stocks de vaccins qu'on a pour que dans les 10 jours qui viennent, il y ait un maximum de créneaux qui soient ouverts. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui avaient pris des rendez-vous en août qui vont pouvoir être vaccinés plus tôt. Et nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait même un système sans rendez-vous massif pour qu'on ait 3, 4, 5 millions de primo-vaccinations faisables dans les prochains jours, ce qui correspondrait d'ailleurs à la demande à date enregistrée. Nous n'avons pas à date enregistré 10 millions de demandes supplémentaires. Nous sommes à peu près à 5 millions. Ce qui ne suffit pas d'ailleurs, donc il faudra encore aller chercher les gens. Donc vraiment, on est dans cette démarche-là de dire au centre, allez-y, c'est maintenant dans les 10 jours qui viennent, il faut que tout le monde puisse avoir son pass sanitaire et de toute façon, c'est l'urgence. Donc on organise tout cela. Entre 2 auditions, je fais le point avec mes équipes pour vérifier que tout cela avance bien. La responsabilité individuelle pour le contrôle du pass. C'est-à-dire que si on demande aux gens d'être eux-mêmes responsables et qu'il n'y a pas de contrôle... Oui, mais un contrôle inopiné dans un restaurant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle. Je vous le dis, un pass où il n'y a pas un contrôle systématique, c'est un abonnement Netflix familial. Non mais c'est indispensable d'avoir du contrôle. C'est comme les codes canal, tout le monde va se les passer, etc. Donc il faut qu'il y ait du contrôle. Ça, c'est indispensable. Et la logique du pass sanitaire, c'est de passer de la responsabilité, c'est rester dans la responsabilité collective, mais l'encadrer et la contrôler. Sur les... Alors, attendez, sur le pass, excusez-moi, petit coup de fatigue de temps en temps. Sur les établissements recevant, je vais baisser un peu le ton s'il vous plaît, sur les établissements recevant du public et l'application du pass, c'est à promulgation de la loi, donc c'est pas au 1er août. Et le Premier ministre l'a dit, il y aura de la souplesse dans la première semaine, dans la mise en place opérationnelle de ce dispositif qui est totalement inédit. Évidemment qu'on ne va pas y aller comme des bourrins à sanctionner tout le monde. Par contre, il faut, s'il y a des manquements manifestes à la volonté de commencer à appliquer le pass, on n'attendra pas. Donc on demande à tout le monde de respecter ces règles le plus tôt possible. Par contre, il y aura de la souplesse dans la mise en œuvre et dans les premiers contrôles. Sur la Bourgogne-Franche-Comté, j'ai été interrogé hier à l'Assemblée nationale, je vous réponds bien volontiers. Il y a eu, je regrette la lettre qui a été, le mail qui a été envoyé, qui a été très vite corrigé parce qu'il était mal compris. Il était mal compris.
L'inquiétude s'était portée sur, si on était dans une stratégie de lissage des premières injections sur tout le mois de juillet, d'août et de septembre, alors il fallait arrêter de prendre des rendez-vous de primo. Mais en fait, on n'est pas dans un lissage. Ce que je viens de vous dire, c'est qu'on est dans du all-in. C'est-à-dire qu'on veut qu'il y ait beaucoup plus de primo-vaccination maintenant, quitte à ce qu'il y en ait moins à la fin du mois d'août. C'est maintenant que ça se joue. Et donc, il y a un correctif qui a été envoyé par l'ARS, il n'y a pas de sujet, des doses supplémentaires qui ont été envoyées, et on va aussi, je dirais là-bas, déstocker tout ce qu'on peut avoir. Et enfin, sur les responsabilités des élus, écoutez, c'est responsabilités employeurs quand vous avez des salariés, et c'est responsabilités de l'organisateur quand c'est dans un ERP ou lorsque c'est dans un festival ou un événement. Donc, toutes ces questions de responsabilité font partie d'ailleurs du texte de loi. Vous aurez l'occasion d'en débattre en commission et en séance publique.